mettent de l'énergie partout. Les physiciens vous parleront d'énergie en parlant de particules, en parlant d'étoiles, en parlant de lasers, en parlant de gravitation. Partout, il y a de l'énergie. Et en réalité, le terme d'énergie est très présent dans nos discussions, dans nos médias, dans nos échanges. L'énergie est partout. Et c'est un concept qui est effectivement très utile. Mais pour autant, il y a une arnaque derrière ce concept d'énergie. Et l'arnaque, c'est qu'on fait comme si l'énergie, c'était un concept qui était évident. Comme si on parlait tous de la même chose quand on parlait d'énergie. En réalité, l'énergie, c'est un concept qui est récent. Ça fait 150 ans, à peu près, qu'on sait utiliser le mot énergie en science, que du point de vue scientifique, le mot énergie a un sens qui est communément admis. Autrement dit, à l'époque des grands-parents de nos grands-parents, même les plus grands savants du monde utilisaient énergie dans un sens qui n'a pas grand-chose à voir avec celui que nous utilisons aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais faire, moi, dans cette conférence, dans cette présentation, dans cette discussion, c'est vous raconter un peu ça. C'est d'abord vous dire qu'est-ce que c'est que l'énergie du point de vue du physicien que je suis, et je pourrais dire que la physique est fondamentalement la science qui travaille sur l'énergie. Dans un deuxième temps, je voudrais vous montrer que cette notion de physique, elle dépasse le cadre juste des travaux des physiciens, et que ce concept d'énergie permet d'éclairer, permet de comprendre des éléments de l'ensemble de nos sociétés, et qu'on retrouve cette notion d'énergie en histoire, en sociologie et dans bien d'autres domaines. Et puis pour finir, je voudrais parler des conséquences de nos usages de l'énergie, et on parlait évidemment du lien entre l'énergie et le climat, qui est, vous le savez, un des enjeux majeurs à l'heure actuelle. Alors l'énergie, c'est quoi? Quand on se pose une question de ce genre-là, on a tous le même réflexe. Ça consiste en général à aller voir sur Google et à voir ce qui sort. Alors si vous regardez sur Google, quand on tape énergie, vous allez trouver des trucs comme ça, pour représenter la production d'énergie. Vous allez trouver des trucs comme ça, qui donnent l'idée que l'énergie, ça se transporte. Et puis vous allez trouver des choses comme ça, qui parlent de consommation d'énergie. Et puis si je veux être tout à fait honnête, vous trouvez aussi des trucs comme ça, qui vous parlent de boissons énergétiques. Sauf que ces images, en réalité, ne sont pas du tout représentatives de l'énergie telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Les énergies solaires et éoliennes, c'est moins de 4% de la production d'énergie. Autrement dit, quand on vous parle de production d'énergie en vous montrant ça, on ne vous montre pas 96% de l'histoire. Quand on parle du transport comme ça, on vous parle de l'électricité. L'électricité, c'est 20% de la consommation. Autrement dit, on ne vous montre pas les autres 80%. Quand on vous parle de consommation avec de la lumière c'est 2% des usages électriques. Et si jamais vous vous posez la question, il faut à peu près 150 litres de boisson énergétique pour avoir autant que 1 litre d'essence. Ça ne veut pas dire qu'il faut boire de l'essence, mais en termes d'énergie, c'est quand même beaucoup plus concentré. Alors, c'est quoi l'énergie? Puisqu'on ne peut pas juste se fier à ce qu'on trouve à la majorité sur Google, moi je vais vous proposer une définition à la physicienne. L'énergie, pour moi, en tant que physicien, est liée à la notion de transformation. Tout autour de nous repose sur les transformations. Je suis en train de transformer en ce moment l'énergie de mes muscles en vibration de mon diaphragme, qui produit un son, qui transforme la vibration de la membrane du micro, qui se transforme en courant électrique, qui se transforme en quelque chose qui reproduit du son que vous entendez, c'est-à-dire une vibration de vos tympans qui est transformée en signal électrique. Bref, il y a des transformations en permanence autour de nous. L'énergie, c'est une façon de compter ce que coûtent ces transformations. Alors, je pense que ça, c'est une définition qui se comprend, et maintenant, je voudrais faire le lien avec, si vous avez encore des souvenirs de ce que vous avez vu sur l'énergie dans les années douloureuses des bancs d'école, souvent. Vous avez vu la notion de l'énergie cinétique, c'est-à-dire une énergie qui est liée à la notion de vitesse. Vous avez vu l'énergie gravitationnelle, qui est liée à une transformation d'altitude. Vous avez vu l'énergie thermique, qui est liée à une transformation de température. L'énergie de changement d'état, qu'il vous faut pour vous débarrasser d'un bonhomme qui fait beaucoup trop de bruit. Vous l'avez sans doute subi, vous aussi. L'énergie de liaison chimique, qui permet de transformer des molécules. Alors au passage, cette transformation-là, c'est sans doute celle qui a l'air la moins familière. En réalité, c'est celle qu'on utilise tout le temps. Cette transformation-là, c'est quoi? J'ai des atomes ici à droite, un atome de carbone en noir, 4 atomes d'hydrogène en blanc, et 2 molécules de dioxygène ici. Autrement dit, ça c'est du méthane, du gaz de ville, et ça c'est de l'oxygène, c'est-à-dire une partie de l'air. Si je réorganise ces atomes, je peux faire ça. Donc là, j'ai pris le carbone, je l'ai mis ici. J'ai pris 2 oxygènes, je l'ai mis autour. Et puis j'ai réorganisé les atomes d'hydrogène autour des oxygènes restants. Ça, c'est du CO2, du dioxyde de carbone, et H2O, de l'eau.
Donc cette réaction qu'on appelle une réaction de combustion, qui se fait à chaque fois que vous allumez le gaz chez vous, c'est une réorganisation des molécules, des atomes, et cette transformation-là libère de l'énergie qui vous sert à chauffer l'eau des pâtes. Donc, l'énergie, c'est cette façon de compter les transformations. Alors, on pourrait raconter plein de choses sur l'énergie. On va demander de faire la version courte aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vous raconter les mille et une merveilles de l'énergie comme grandeur pour un physicien qui essaye de comprendre comment les choses marchent. Mais je vais vous juste insister sur une chose qui me semble particulièrement importante et que vous connaissez tous. Rien ne se perd, rien ne se crée. Les choses, en moyenne, se transforment. Et c'est en particulier le cas pour l'énergie. L'énergie, c'est la transformation qui passe d'un état à un autre. Si je prends une balle, je peux changer son énergie soit en changeant son altitude, j'ai changé son énergie potentielle, je peux changer son énergie en changeant sa vitesse, en changeant sa température ou en changeant son état, en la faisant fondre. Toutes ces transformations représentent la même énergie. Pour autant, il y a peut-être des transformations qui m'intéressent plus que d'autres. Je vais vous donner un exemple très précis. Voici un ordinateur éteint que je transforme en ordinateur allumé. C'est une transformation, elle m'a coûté de l'énergie que j'ai apportée à l'ordinateur sous forme d'électricité. Si j'apporte la même quantité d'énergie sous forme thermique ou sous forme gravitationnelle, je n'aurai pas forcément l'usage que je veux avoir de l'ordinateur. Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir la bonne quantité d'énergie, encore faut-il l'avoir sous la bonne forme. Et pour ça, on utilise des convertisseurs. Les convertisseurs d'énergie, en fait, vous les connaissez très bien. C'est juste que je le reformule dans un langage de physicien qui est un peu moins familier. Par exemple, un transformateur qui transforme de l'énergie chimique, c'est-à-dire des liaisons entre des molécules, en énergie thermique, c'est-à-dire en augmentation de température. Comment s'appelle un transformateur qui transforme des liaisons entre des molécules en augmentation de température? C'est exactement le feu de bois. Une combustion transforme l'organisation entre les molécules en température. Ça, évidemment, les chimistes connaissent bien. Autre transformation, qu'est-ce qui transforme de la température en énergie cinétique, c'est-à-dire en mouvement? La machine à vapeur ou globalement les moteurs. Le but d'un moteur, c'est de transformer la chaleur que vous avez produite avec la combustion de l'essence en mouvement pour la voiture. Un convertisseur qui transforme de l'énergie chimique, de la conversion des liens entre des molécules en énergie potentielle, c'est-à-dire en changement d'altitude. Ça, c'est des convertisseurs que vous connaissez particulièrement bien. L'avion. Ça pourrait, en partie, t'as raison. Le ballon. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous quand vous transformez le petit déjeuner du matin en ascension du mont Everest. Et si vous essayez de faire l'ascension du mont Everest sans le petit déjeuner du matin, vous allez sentir qu'il manque de l'énergie quelque part. Vous êtes en train de transformer les liaisons chimiques des aliments que vous avez ingérés en énergie potentielle qui vous permet de grimper au sommet de la montagne. Dernier exemple pour la route, transformation d'énergie thermique en énergie électrique. Ça, c'est le cas d'à peu près toutes nos centrales de production électrique aujourd'hui. Alors cette énergie thermique, là, elle peut se faire de plein de manières différentes. Aujourd'hui, majoritairement dans le monde, elle se fait avec du charbon, éventuellement avec du gaz. En France, elle se fait principalement avec du nucléaire. Mais de toute façon, aujourd'hui, pour faire de l'électricité, très majoritairement, il nous faut une source de chaleur d'une façon ou d'une autre. Donc ces convertisseurs permettent d'avoir de l'énergie sous une forme où on arrive à la récupérer et de la transformer sous une forme qui nous est directement utile. Alors, je vais juste ajouter une dernière notion de physicien à cette histoire pour distinguer deux notions qui sont très souvent mélangées, mais qui en réalité ont vraiment des portées différentes. C'est la notion d'énergie et de puissance. Alors, rappelez-vous, l'énergie, c'est une façon de compter les transformations. Je vais vous parler de deux transformations. La première transformation, c'est je prends une barre en fer et je la laisse rouiller. C'est une transformation. Au début, j'ai une barre en fer intacte, à la fin, j'ai une barre en fer rouillée. Deuxième transformation, je prends un bâton de dynamite et j'allume la mèche. Au début, j'ai un bâton de dynamite intact, à la fin, j'ai un bâton de dynamite explosé. Ce sont deux transformations. Ces deux transformations représentent exactement, ou presque, la même quantité d'énergie. Il y a autant d'énergie dans ces deux transformations. Pourtant, on sent bien qu'il y en a une, ça peut se passer dans la main, sous réserve d'être vacciné. L'autre, de toute façon, ça va mal se passer. D'où vient la différence? Évidemment, ça vient du temps nécessaire pour faire ces deux transformations. Rappelez-vous l'exemple dont je vous ai parlé en introduction, la différence entre la voiture
Et l'éclair, c'est aussi que l'éclair, c'est une fraction de seconde, la voiture roule pendant une semaine. Même énergie, mais puissance différente. Alors, je passe rapidement sur ces notions-là, pour arriver à l'idée de pourquoi est-ce que cette question d'énergie est si importante, pas seulement pour les physiciens. À nouveau, pour les physiciens, c'est super parce que ça permet de faire plein de liens entre plein de choses différentes, mais au niveau de nos sociétés. Si cette notion d'énergie compte les transformations, alors à partir du moment où nos sociétés reposent fondamentalement sur les transformations, la notion d'énergie est présente partout. S'il y a une transformation dont on ne peut pas se passer, c'est à minima celle qui transforme le blé en grain et le grain en farine. Et puis après ça, il y a évidemment toute la suite de la chaîne. Chacune de ces étapes-là, c'est une transformation. Chacune de ces transformations coûte de l'énergie. Comment est-ce qu'on amène l'énergie pour faire ces transformations? Historiquement, c'est quelque chose qu'on fait à la main. Ce qui est représenté ici sur ce tableau de Bruegel l'Ancien, ça prend très longtemps, ça prend beaucoup de monde. Et ceux qui font la sieste sous l'arbre, évidemment, c'est pas juste des flemmards, c'est que ça prend énormément d'énergie et donc c'est extrêmement fatigant. Deuxième approche pour faire les choses, utiliser non plus de la manœuvre humaine mais de la manœuvre animale, qui permet à un seul bonhomme de faire le travail de tout le monde ici. Troisième option aujourd'hui, mettre encore plus d'énergie à la disposition des gens. Et un type tout seul dans sa moissonneuse-batteuse peut faire beaucoup plus que ce qui pouvait être fait avant. Ça amène progressivement à l'idée que l'énergie change nos façons de travailler, change nos façons d'organiser les sociétés, change ce qu'on est capable de faire. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est une autre question évidemment, et on va en discuter. Mais à minima, cette énergie, c'est une clé pour comprendre comment les choses se passent. Et ça, je voudrais vous le montrer avec ce petit graphique ici, qui moi me semble très parlant. Chaque point de ce graphique, c'est un pays du monde. Donc il y a à peu près 200 points sur le graphe. Ce que je représente ici, c'est le pourcentage de population dans l'agriculture. En haut, c'est toute la population qui travaille dans l'agriculture. En bas, c'est 1% de la population qui travaille dans l'agriculture. Et je trace ce pourcentage d'emploi dans l'agriculture en fonction de l'énergie disponible par habitant. Et ce qu'on voit ici, c'est une corrélation qui est très nette. Dans les pays où vous avez peu d'énergie par habitant, c'est-à-dire où chacun des habitants du pays a peu de transformation à sa disposition, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'agriculture. À minima, parce qu'il faut bien fournir à manger à tout le monde, c'est la condition strictement minimale, que pour nourrir les gens, il faut faire des transformations, que pour avoir cette transformation, il faut de l'énergie, et si que les gens ont peu d'énergie à leur disposition, alors ça veut dire qu'il faut beaucoup de gens pour réussir à faire les transformations dont on a besoin. Donc, ce que j'essaie d'amener ici comme idée, c'est la façon dont l'énergie est une clé de lecture. Ça n'explique pas tout, mais ça permet de comprendre un certain nombre de choses dans la façon dont les sociétés fonctionnent. Alors du coup, l'énergie, ça se retrouve aussi évidemment, au-delà du labo des physiciens, ça se retrouve dans l'histoire. Il y a un moment dans l'histoire de l'humanité où on est passé d'une énergie qui était essentiellement à la main ou manuelle à une énergie qui était fournie sous cette forme-là. On est passé du métier à tisser manuel au métier à tisser mécanique avec la joie de Charlie Chaplin, et on est passé du cheval biologique au cheval à vapeur. Et c'est un moment de transition énergétique qui a correspondu à un bouleversement complet de société. Cette transition-là, évidemment, c'est le moment de la révolution industrielle. La révolution industrielle se lit du point de vue énergétique comme une révolution de l'accès à l'énergie. Qu'est-ce que ça change aussi, l'accès à l'énergie? Si je compte les transformations que quelqu'un est capable de faire, et que je paye cette personne au prix minimal, alors pour 1 euro, j'ai en gros 30 000 joules d'énergie, c'est-à-dire une certaine quantité de transformation. Si avec ce même euro, aujourd'hui, j'achète du pétrole, j'ai 1000 fois plus d'énergie. Autrement dit, on a rendu l'énergie, on a rendu les transformations beaucoup moins chères, et donc beaucoup plus présentes partout dans la société. À nouveau, je ne suis pas du tout en train de dire que ça, c'est tout des bonnes choses. Je ne suis pas en train de dire que l'énergie explique tout. Mais pour moi, cette clé de lecture-là permet d'éclairer un certain nombre d'évolutions historiques de nos sociétés actuelles. Alors là, je commence à vous mettre des chiffres, et je voudrais commencer à mettre un tout petit peu des ordres de grandeur. Je vais vous proposer un certain nombre de transformations. Au-dessus, je mets essentiellement les transformations humaines,
Et en dessous, je vais mettre essentiellement des phénomènes liés à des phénomènes naturels. Chaque fois qu'on gagne un cran ici, on multiplie par 10 la quantité d'énergie, c'est-à-dire la quantité de transformation qui est représentée dans le phénomène dont on parle. Alors, je vous l'ai dit au début, le réservoir de voiture contient autant de transformations qu'un éclair. La différence, essentiellement, c'est que ça se déroule sur une semaine, ça se déroule sur une nanoseconde. C'est la même énergie, mais pas la même puissance. 1 gramme d'uranium, si vous en récupérez l'énergie, c'est à peu près l'équivalent de 100 réservoirs de voiture, dans 1 gramme. Et 1 gramme d'uranium, c'est à peu près 1/10 de l'énergie qui est libérée, des transformations libérées dans un cyclone tropical. Ça donne la densité d'énergie qu'il y a dans cette matière. Quand on a été suffisamment stupide pour utiliser des bombes atomiques, on a utilisé des énergies encore 10 fois supérieures à celle-ci. La bombe la plus puissante qu'on a jamais lâchée, la Tsar Bomba, fait l'équivalent de 10, 100, 1000, 10 000 fois la bombe qui a été lâchée sur Hiroshima. Ça, c'est l'essai atomique le plus puissant, donc le plus débile, qui a jamais été fait. Il représente à peu près autant d'énergie que la plus grosse éruption, la plus bruyante éruption volcanique dont on ait la mémoire dans l'humanité, l'explosion du Krakatoa à la fin du 19e siècle. Si le Krakatoa explosait maintenant à New York, on l'entendrait ici, en termes de bruit. Ça mettrait un peu de temps à arriver, mais on entendrait le bruit. Rappelez-vous toujours que ça, c'est des notions de transformation. C'est la quantité de transformation représentée par ces différents phénomènes. La consommation électrique en France sur une année, c'est l'équivalent de 10 fois ça. Donc les transformations que nous réalisons par l'électricité, c'est 10 fois le tremblement de terre, l'explosion volcanique la plus bruyante jamais entendue. Et l'électricité, c'est à peu près 10% de notre consommation totale actuelle en France. Si on est au niveau du monde, la France est à peu près 1% de la production électrique, de la production énergétique mondiale. Donc le monde, tous les ans, produit encore 100 fois plus d'énergie. Utilise 100 fois plus de transformation. Le soleil, en un jour, amène à peu près 10 fois plus d'énergie. Donc, s'il y a un champion de toute catégorie de l'énergie sur Terre, c'est évidemment le soleil. Mais en termes de transformation, ce que l'humanité est capable de faire se situe de manière absolument comparable avec les phénomènes naturels les plus spectaculaires. Autrement dit, l'homme est réellement une force de la nature, au sens premier du terme. On est capable de faire des choses, des transformations, dans les mêmes ordres de grandeur que les plus grands phénomènes naturels. Alors, là vous voyez, je continue à vous mettre des chiffres, et tous ces chiffres, je les compte pour l'instant en joules, ce que je représente ici avec un J. Le joule est une unité que les physiciens aiment bien, parce que c'est une unité internationale et tout le monde s'entend pour l'utiliser. Maintenant, c'est vraiment une unité qui est difficile à vulgariser, au sens où vous donner un sens quotidien, c'est pas facile. Donc moi, je vous propose, plutôt que de travailler dans la suite avec des unités d'énergie et des joules, de passer à une unité à taille humaine, et de se ramener en termes d'énergie et de puissance à ce que quelqu'un de raisonnable est capable de produire. Donc je vous propose de vous présenter Robert Forstmann, et puis à partir de maintenant, on va compter l'énergie à partir de Robert. Alors, voilà Robert, il va arriver. Robert, c'est cette belle bête, hein. Champion du monde de cyclisme sur piste, haltérophile de son état, joli cuisseau, n'est-ce pas? Et le principe, voilà, c'est tout du muscle et de l'amour. Et le principe, c'est que Robert va pédaler pour allumer un grille-pain. Donc, on met Robert sur un vélo, c'est un duel au sommet. Ça, c'est un humain normal pour l'échelle. Ça, c'est un autre humain normal. Donc, Robert pédale, et tant que Robert fournit 700 watts, c'est-à-dire 700 joules par seconde, le grille-pain reste enclenché. Si Robert pédale pendant 10 ans, le grille-pain va griller le pain pendant 10 ans. Et quand Robert arrête de pédaler, le grille-pain saute. Ok ?
Donc ça va nous donner une échelle de combien d'énergie un Robert est capable de fournir. Donc là c'est parti, Robert pédale 700 watts, les watts c'est de la puissance, c'est de l'énergie par seconde, et donc 700 joules toutes les secondes qui sont données autostop. Donc 700, 1400, 2100, 2800, on va essayer tous la table des 7. Il y a une petite musique dramatique, c'est quand même dommage. Alors, on commence à sentir effectivement au niveau des yeux, on sent que c'est crispé là. Et donc il continue, 700 joules toutes les secondes. Et là, on sent que c'est pas facile. Hein. Pour ce temps-là, le pain grille comme tous les matins dans la cuisine. Top. Fin du grille-pain. Si vous avez compté, il a pédalé pendant 1 minute. Donc Robert sort 700 watts pendant 1 minute. Et toute la question, c'est qui est le plus grillé entre Robert et Toast. Alors, quand même, pour conclure l'expérience, je vais vous montrer qui est le plus grillé entre les deux, puis je vous laisserai décider. Voilà. 0,02 kWh. Voilà le Toast. Et voilà Robert. On en est là.